Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo sur Tech & Co. Et cette semaine, nous allons parler d'Assassin's Creed Mirage et surtout revenir sur les 15 ans de la saga en très bonne compagnie avec le retour de Mohamed. Incroyable. Bonjour Mohamed, journaliste chez Jeux Vidéo Magazine. Totalement. Et t'as vu, je t'avais dit que tu viendrais pour un jeu qui ne commence pas par S. Oui, c'est vrai, c'était une promesse incroyable. C'était une promesse et toi je l'ai tenue. Et là, pour le coup, ça fait bien plaisir. Après Spider-Man et tout, c'est super. Voilà, ça va changer. Je te fais venir que pour les gros jeux, tu noteras quand même, je suis quand même sympa avec toi. C'est mon petit côté ça. Et face à toi, Guillaume Delalande. Bonjour. Ça fait plaisir de te revoir. Et ben voilà, mon ancien collègue, journaliste chez M6. Plus de 15 ans qu'on se connaît, donc... Comme Assassin's Creed. C'est exactement, tu vois. Voilà. Et Guillaume, auteur de livres sur Assassin's Creed. Ça m'est arrivé. C'est pour ça qu'il est là. Grand connaisseur du jeu vidéo aussi. Eh bien écoute, c'est bien quand même d'avoir... Hein, voilà, chez M6, exactement ce qu'on lui dit. Voilà, monsieur qu'on retrouve au JT pour vous parler, à mon avis, d'Assassin's Creed, ça n'y coupera pas. C'est possible, oui. Hein, il y a des chances. Il y a des chances. Ouais. Et avant de parler de la saga emblématique, nous allons faire un petit point d'actu sur un autre jeu qui renaît de ses cendres et plutôt pas mal. C'est l'actu à chaud. L'actu à chaud de ces derniers jours, écoutez, c'est le retour d'un jeu qui aurait dû être un jeu carton absolu. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2020 et sort, un petit peu en retard, Cyberpunk 2077, le jeu extrêmement attendu et là, patatras, c'est la cata. Le jeu sort dans une version qui n'est pas terminée sur console d'ancienne et nouvelle génération. Sur PC, c'est à peine passable. Il y a une jurisprudence pour les studios. Maintenant, tout le monde a peur d'avoir son Cyberpunk dès qu'on parle de AAA. Mais bonne nouvelle quand même. Nous sommes donc près de 3 ans plus tard et le jeu se porte à merveille, Momo. Totalement, puisque déjà, c'est des projets qui ont travaillé très dur pendant 3 ans, avec des mises à jour régulières, etc. Mais forcément, là, ce qui s'est passé récemment, c'est qu'il y a eu l'update 2.0. Donc c'est la très très grosse mise à jour qui a pour objectif de revisiter Cyberpunk, de proposer des choses encore plus intéressantes en termes de gameplay, notamment par rapport aux déplacements, par rapport aux combats en véhicule qui sont apportés aussi, la police de Night City qui est un peu plus revue, un peu plus agressive, un peu plus corrigée également, et d'autres éléments aussi par rapport à l'arbre de compétences qui était un peu fouillis quand même, mine de rien. Extrêmement fouillis, tu veux dire. Extrêmement fouillis, pour dire. Et ils ont revu toute la partie interface utilisateur, etc. Donc clairement, avec cette update 2.0, on est clairement sur le Cyberpunk visé à la base pour sortir en 2020, mais du coup 3 ans plus tard. Donc c'est une mise à jour assez immense et je pense que si jamais vous avez raté le coche en 2020 ou alors si vous avez attendu trop longtemps, je pense que ça peut être le bon moment de se relancer dans Cyberpunk. Ça fait un jeu complètement différent, vraiment, derrière, parce qu'ils ont conseillé, CD Projekt a quand même conseillé de recommencer le jeu. Ça tombe bien parce que je ne l'avais pas fait, donc je vais pouvoir en profiter dans les bonnes conditions pour le coup. Vas-y, en plus il a 10-15 euros partout. On peut refaire une game. Je dis pas que c'est absolument disruptif et que tout a changé, même pour celui qui a déjà fait le jeu. Par contre, ça apporte des changements qui sont négligeables. Enfin, qui sont négligeables, excusez-moi, qui sont importants, qui sont vraiment significatifs. Donc finalement, je le conseille même pour ceux qui ont déjà fait une game avant, parce qu'en vérité, c'est toujours un moyen de redécouvrir les choses différemment, avec des nouvelles compétences aussi. Et en plus de ça, pour ceux qui l'ont pas fait, là, vous allez clairement avoir l'expérience complète et vraiment qui était pensée à la base. Celle qu'on a dû avoir il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Donc, on parle quand même d'un jeu, on parle des mises à jour d'un jeu pour dire qu'il arrive bien, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un jeu qui a aussi profité énormément de la hype autour de la série Netflix, Edge Runners quand même, n'oublions pas, et qui arrive aujourd'hui à des notes de satisfaction joueurs qui étaient pas loin d'être les pires, à du très très bon. Donc c'est quand même assez drôle. Ils se sont fait donc plaisir. Ils viennent de nous sortir en plus Phantom Liberty, un DLC avec Idris Elba, parce que bon, pourquoi pas. Après Keanu Reeves, tant qu'à faire. Voilà. C'est bon. Casting de fou. Et que vaut cette extension alors ? Parce que tu l'as faite toi, Momo, moi je l'ai pas encore faite. Ouais, moi je l'avais faite et tout, et je l'ai trouvé vraiment génial. Déjà parce qu'en fait, on a l'aspect un peu thriller, espionnage, etc. Je trouve que ça apporte une saveur un peu différente à l'univers de Night City. Pour ceux qui se posent la question et qui ont un peu peur, elle se passe pendant la trame principale. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de finir le jeu pour le faire. Si vous recommencez une nouvelle game, dans tous les cas, l'extension va se proposer à vous directement en disant que ça fait partie de la trame, etc. Il y a plein de nouveaux personnages, il y a une ambiance qui est vraiment cool. Il y a une intrigue par contre qui n'a pas forcément été appréciée par tout le monde. J'ai vu que certains médias étaient un peu partagés. Globalement, tout le monde a apprécié et moi j'ai énormément aimé cette intrigue-là, qui pose aussi de nouveaux enjeux et aussi qui apporte des fins et qui étendent l'ordre de Cyberpunk, qui sont encore plus intéressantes
que si l'extension n'était pas sortie. Donc sans en dire trop et sans spoiler, Conseil quand même. je conseille vraiment très vivement, avec plein de nouvelles armes, un nouveau quartier, Dogtown, qui est encore plus dangereux que les autres. Et déjà que Night City, c'est pas non plus la folie en termes de sécurité. Et bon, là, Dogtown, c'est quand même encore plus vénère. Donc globalement, gros coup de cœur pour cette extension qui, effectivement, couplée à l'update 2.0, fait de Cyberpunk aujourd'hui en fait le RPG qu'il aurait dû être il y a 3 ans, mais qui est encore plus incontournable qu'on aurait pu l'imaginer. Grosse remontada pour ce jeu, vraiment gros coup de cœur. Donc encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Donc c'est quand même. Non, c'est intéressant. C'est quand même. Est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre 3 ans pour sortir dans cet état-là en fait c'est la question. Ou peut-être dû, je pense, ne pas sortir sur PS4 et One. Je pense que c'est ça qui a flingué le jeu, c'est ça qui a flingué le projet. Donc là, pour le coup, c'est pour ça que l'extension, je précise aussi qu'elle est disponible que sur PS5 et Xbox Series et PC. Elle n'est pas disponible sur PS4 et One. Donc ça montre quand même qu'il y a une ambition. C'est un jeu next-gen. C'est un nouvelle gen de totalement. Il y avait un précédent. Toutes les contingences industrielles qu'on retrouve souvent dans tous les gros jeux d'ailleurs. Mais c'est ça. Est-ce que justement, c'est pas un message, Guillaume, au studio de dire à un moment ne précipitez pas les sorties? Ouais. Et le business après, il faut faire tourner la boîte aussi. C'est vrai que c'est pas. Voilà, on sait très bien que ces jeux-là coûtent entre 50 et 100 millions d'euros à chaque fois. Voire plus à mon avis. Plus certains d'autres. On est sur du gros. Donc oui, évidemment, si tu te places du côté du joueur, c'est bien d'attendre un jeu fini. Et après, je comprends aussi de l'autre côté les éditeurs qui investissent et qui se disent bon, ben, à un moment, il faudrait peut-être que ça sorte. Il faut éviter le syndrome du Knuckles aussi, de jeux qu'on attend pendant 10-15 ans et qui ne sortent jamais. Ouais. Donc après. Oui, c'est quand même mieux quand les jeux sont finis. Souvenez-vous, il y a 15-20 ans, quand on n'avait pas d'update, etc., les jeux sortaient finis. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, d'un autre côté, depuis qu'on a Internet et qu'on a connecté les consoles et tout le reste, c'est compliqué de se dire qu'on a le droit de sortir des jeux pas finis et qu'on verra après, parce que de toute façon, les gens attendent et donc on reste sur le hype et le marketing. Et puis, Mais on paye 80 € aujourd'hui un jeu qui n'est pas fini. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème, on va pas se mentir. Non, sauf qu'en réalité, si tu prends avec l'inflation et tout, c'est pareil qu'à l'époque. C'est le même prix. Oui, le jeu vidéo a toujours. Mais j'avais un jeu fini. T'avais un jeu fini. La différence, et il dure plus longtemps aussi. Alors après, moi, j'aime bien le nombre d'heures jouées généralement sur les trucs, mais juste pour dire, effectivement, je comprends totalement le fait que oui, tu payes 80 € pour un jeu qui n'est pas terminé et que généralement qui arrive parfois en kit ou en update. Là, dans le cas de Cyberpunk, c'est quand même un cas qui est très à part, qui a fait flipper toute l'industrie. C'est clairement. Il y a une jurisprudence. Je pense vraiment qu'il y a une jurisprudence aujourd'hui. Etc. C'est bien, ça va peut-être faire réfléchir. Après, moi, je pense aussi qu'ils ont eu raison, dans un premier temps, de vouloir aussi le sortir sur ancienne génération, parce qu'en fait, on est sur un parc de plus de 150 millions de machines au global. Donc... On était en décembre 2020. Le jeu devait sortir juste avant l'arrivée des nouvelles consoles fin 2020, et donc c'est pour ça qu'il était, il était à cheval sur 2 générations. Des transitions, de toute façon. Voilà, quand tu as de nouvelles machines qui arrivent, le parc n'est pas assez installé, n'est pas assez large pour pouvoir être rentabilisé. Donc après, tu es entre 2 chaises. C'était le cas d'ailleurs pour certains jeux. Enfin, il y avait Black Flag qui était sur les. On en parlera d'Assassin's Creed aussi qui était sorti, mais qui était sorti en 2 temps, qui était sorti en 2 versions. Alors, Ubisoft avait fait d'autres cas, qu'ils avaient dit bon ben on va faire d'autres jeux que pour les anciennes générations et en attendant les nouvelles. Faites des remasters, des remakes et tout. Voilà, il y avait un précédent qui était No Man's Sky là-dessus, qui a mis 7 ans aussi à arriver, qui arrive aujourd'hui dans une version qui était enfin la version qu'on espérait à l'époque et qui en plus se fait une sur-hype grâce à Starfield, puisque tout le monde y va. Il est quand même aujourd'hui, il est tellement sûr de son fait, ce jeu d'Hello Games, qu'il se permet même de sortir sur absolument toutes les plateformes. Vous pouvez y jouer sur Switch, alors que c'est un jeu extrêmement ambitieux. Vous pouvez y jouer sur Mac. Sur Mac M1, vous pouvez. Et il s'est offert un nombre d'extensions de folie. Ça fait partie, c'est pour moi l'autre exemple des jeux qui ont persévéré parce qu'ils y croyaient. Là, vous avez la vidéo derrière, qui tourne derrière nous pour ceux qui voient l'image. C'est toutes les évolutions. Depuis, ils ont eu la gentillesse dans la vidéo de ne pas vous mettre les images à la sortie du jeu qui étaient vraiment catastrophique. Donc le message, c'est qu'il est urgent d'attendre, en fait. En fait, ouais. Bon, 7 ans, ça fait beaucoup. Sur les jeux les plus ambitieux, voilà quoi. Mais peut-être qu'il vaut mieux attendre avant de le sortir ou pour les joueurs d'attendre après quelques années. Donc voilà, c'était le petit message. Donc on va jouer à Cyberpunk. Momo, on t'écoutera. Je vous conseille très vivement. Si vous n'êtes pas content, vous vous plaignez à Momo. On va vous donner son email. Twitter est ouvert, c'est on va passer au gros morceau de la semaine qui est la sortie d'Assassin's Creed Mirage, messieurs. Mais pour ça, je voudrais qu'on revienne un peu avant sur les origines d'Assassin's Creed. En 2007, sort ce jeu, je dirais presque sorti de nulle part. À l'époque, Guillaume, c'est quoi l'idée de départ d'Assassin's Creed ? Mais tu sais, on parlait de nouvelle génération, de nouvelles consoles. C'était un peu ça aussi déjà le mandat à l'époque. C'était les nouvelles générations de consoles qui allaient sortir, donc Xbox 360 et PlayStation 3 à l'époque. Et moi, je me souviens très bien quand on a vu les premiers trailers.
l'impression d'être un vieux combattant pour le coup, de se dire que waouh, c'est beau, c'est donc ça la nouvelle génération. On allait avoir des bâtiments énormes, et on allait pouvoir escalader un peu partout, c'était énorme. Donc c'est l'idée d'Ubisoft, c'était de renouveler le genre action-aventure à travers une nouvelle franchise. Alors évidemment, comme on l'explique très souvent dans toutes les enquêtes et dans tous les livres, c'était parti à l'origine d'un remix de Prince of Persia, et puis ça fallait faire du mieux. Finalement, on a gardé cet élément avec un personnage seul, l'assassin, qui allait parcourir beaucoup d'endroits différents, là à travers la Terre Sainte sur les tout premiers. 3 piliers principaux. Le free running, qui était vraiment le dire de pouvoir aller partout où on veut, l'exploration simplifiée, mais vraiment, c'est quand même à l'époque. On n'arrivait pas à escalader à l'époque, il faut vous remettre à l'époque, dans le contexte. Escalader, a priori, bon, pas encore tout à fait, mais simplement tous les bâtiments qui étaient là, et surtout, c'est amener une verticalité dans le jeu vidéo qu'il n'y avait pas beaucoup à l'époque. L'infiltration sociale, on le voit là sur ces images du tout premier trailer, c'est de jouer sur l'aspect de ne pas se faire repérer à travers une foule. Alors, il y avait évidemment d'autres jeux qui jouaient là-dessus, évidemment, Metal Gear, etc. Et les combats, c'était les 3 piliers. Donc, oui, il y a eu une claque graphique. Moi, personnellement, le premier, je ne l'ai pas kiffé. C'est vrai? Ben non, je vais être très honnête, je n'ai pas kiffé le premier. Et voilà, moi, j'ai attrapé la série, comme beaucoup, à partir du 2, très clairement, puisqu'on avait passé un autre palier. Très clairement, le 1... il a dû être fini pour sortir au moment des nouvelles consoles, et il est sorti Aziz, si tu veux, il manquait plein de choses. Et c'était plus, dans l'idée du créateur original, Patrice Désilets, une sorte de bac à sable dans lequel on pouvait essayer de faire sa propre aventure. Le 2, avec Ezio, on est dans un jeu vidéo. On est passé d'un jouet à un jeu vidéo avec une narration plus maîtrisée et un personnage plus charismatique. Enfin, en même temps, il a eu trois jeux pour s'exprimer, donc c'est un peu biaisé par rapport à tous les autres. Même si tu prends juste les Ezio d'SC2, en réalité, je trouve qu'il évolue quand même beaucoup. Il est écrit. Il est surtout écrit. Il est moins caricaturé. En fait, le tout premier, c'est une marionnette du joueur, en fait. Ce n'est pas un personnage qui va évoluer foncièrement. Il suit bêtement les ordres qu'on lui dit. Il faut aller assassiner 9 cibles et puis c'est tout, quoi. Et il se rend compte à la fin que, oh zut, donc au moins Ezio, on le suit depuis sa naissance dans le jeu. On fait bouger. On le voit naître. Les premières couches. Bien sûr. Donc voilà. C'était quoi la question? Je suis parti sur. Non, mais c'était 3 piliers. Tu as été super sur l'histoire. Assassin's Creed, c'est un jeu qui surtout repose. Si tu me mets une pièce, moi je t'en parle 4 heures. mais je sais, c'est pour ça que tu as écrit des livres dessus. En effet, tu parlais d'Ezio, de toute l'histoire. En fait, c'est aussi un jeu qui retraverse l'histoire. Là-dessus, on va visiter toutes les périodes. Ça va aller à la Renaissance. C'était pas gagné au début. C'est ça que j'allais te demander. Est-ce que ça a toujours été le principe de départ? Quand tu vois le premier, tu sens juste que le setting est là parce que c'était l'époque choisie pour faire le combat entre les assassins et les Templiers, qui est la Syrie, le tout premier. Oui, non, pardon, la Syrie du 12e. Ouais, la Syrie du 12e. Et la Terre Sainte, Jérusalem, Acre, etc. Le choix des settings historiques. Je reprends. En fait, la saga devait être seulement sur 3 épisodes à la base. Patrice Désilets avait pensé son truc. C'était pas censé devenir on n'en est pas au 13e, une saga de tourisme historique comme elle l'est devenue après. Et je pense que cette idée de tourisme historique, c'est arrivé après le 2 et demi, après Brotherhood, où ils se sont dit on va pas s'arrêter au 3 en fait, parce que là on tient une saga qui peut tenir des années et des années si on arrive justement à transformer ça comme étant du tourisme historique à travers un jeu qui en lui-même va évoluer beaucoup aussi. Terrain de jeu historique. Le terrain de jeu historique, ouais. Et pour en avoir beaucoup parlé avec notamment Jean Guédon qui fait partie des maîtres autour de cette saga, le tourisme historique est devenu une sorte de 4e pilier quelque part autour de la saga. Et donc non, au début c'était juste un décor, superbe décor, avec on refaisait les monuments, les églises telles qu'elles étaient, telles qu'on pouvait les faire aussi à l'époque. Mais c'est vrai que c'est à partir de l'Italie de la Renaissance et de pouvoir se dire qu'après, on peut décliner ça assez facilement. Le choix après, comment ils choisissent,
scénaristiquement ces époques. C'est à chaque fois un moment pivot de l'histoire où il y a un combat, parce qu'il y a toute une méta-histoire aussi, dire que il y a un combat entre une société secrète qui est plutôt pour le contrôle, les deux veulent l'avancement de l'humanité, hein, mais d'un côté les Templiers avec un contrôle et de l'autre plutôt sur la liberté personnelle. Et ça se décline facilement dans tous les pays, dans toutes les époques. Donc voilà, ils nous ont quand même maintenu les Templiers et les Assassins, donc qui s'affrontent à travers les siècles et les siècles. Alors Momo, tu es plus jeune que nous. Ça ne se voit pas, mais tu es beaucoup plus jeune que nous. Et justement, tu avais quel âge lors du on premier racontait justement que tu es arrivé complètement différemment, toi, sur Assassin's Creed. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu ? C'est ouf parce que c'était l'année de sortie, je m'en souviens très bien, de Brotherhood. C'était en 2010. Ouais. Donc Ubisoft avait commencé l'annualisation de la série à ce moment-là. Je voyais les trailers de ce jeu, je me disais c'est trop cool, ça explose partout, on tue des gens. Un enfant de 10 ans. Ah oui, d'accord. Je dis à mes parents que je le veux. Bon, mes parents sont en mode ok, bon si tu veux. Sauf que coup de chance incroyable. En fait, quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas fait Assassin's Creed, qui commence par Brotherhood, je sais pas si c'est la meilleure des idées. Je pense qu'il devrait commencer par le 2, s'il veut commencer par quelque chose ou la trilogie Ezio. Qui était le 3, hein, Brotherhood pour préciser, qui était le troisième épisode. Le troisième, pas qui s'appelle pas 3, parce que pas le 3, le troisième épisode. On n'a pas fini. Et ce qui était ouf, c'est qu'il était en rupture partout. Et mon père m'offre Assassin's Creed 2 à Noël. Et je le lance. Et là, je me dis, effectivement, il a bien fait. Et c'est là que je plonge dans Assassin's Creed. Donc à ce moment-là, j'ai 10-11 ans. Tu arrives sur le premier Ezio, en fait, sur les premières aventures d'Ezio pendant la Renaissance italienne. Je le rappelle. C'est un jeu Peggy 18, évidemment, nous le rappelons. Et ne faites pas ça. Enfin, sauf si pas vos enfants. Non, vous êtes accompagné par vos parents. Vous êtes accompagné, voilà, exactement. Mais moi, j'ai beaucoup me balader, etc. Et je trouvais qu'il y avait ce sentiment, effectivement, de liberté que j'avais pas eu dans les différents jeux que j'avais fait avant. Après, j'étais quand même sur des jeux assez restreints, etc. Mais gros start dans la figure. Hein. À ce moment-là, c'était fou, quoi. Moi, j'ai pris énormément de kiff sur cette saga. Et je me souviens qu'après avoir fini le 2, ma mère était revenue et m'avait acheté le premier et Brotherhood. À ce moment-là, c'est dur de revenir en arrière. C'est dur de revenir au premier AC, mais me suis quand même forcé à faire le truc. Et puis là, c'était parti à partir de révélations. J'ai commencé à suivre tous les assassins en termes de communication, etc. Le jeu, je pense vraiment, où en termes, j'étais comme un fou, c'était AC3. La com était incroyable et la hype était démesurée, c'était fou. Peut-être un des jeux que j'ai le plus attendu de ma vie, quoi. Pendant la Révolution, ce qui se déroule pendant la Révolution américaine. La Révolution américaine. Le vrai Assassin's Creed 3. Celui qui s'appelle vraiment 3. Le vrai 3, parce que pas le faux 3. Pas le troisième épisode. Qui était surtout, je pense, là aussi basé pour plaire au public américain davantage. On va pas se mentir. Clairement, le marketing, tu voyais les pubs, c'était on va casser de l'anglais, alors que c'était totalement, absolument. Totalement à l'inverse du contenu du jeu d'ailleurs. Je me souviens d'une interview avec Koreme qui était donc le scénariste principal de la saga et qui était dépité de la communication et du marketing par rapport à ce jeu-là, où on pensait qu'on allait on va casser de l'anglais alors que le héros du jeu, Connor, c'est pas du tout dans cet état d'esprit qu'il est à travers le jeu. Pas du tout. Connor qui s'appelle d'ailleurs autrement. Armageddon. Voilà, j'arrive jamais, merci Guillaume, j'arrive jamais à prononcer son nom indien. Voilà. On parlait de la saga qui revisite donc plein d'environnements. Il y a un souci historique dessus, puisque évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'histoire quand on a des prétentions d'en faire un terrain de jeu. On est allé demander à Thierry Noël, qui est historien chez Ubisoft, qui gère en fait toute le chef des chercheurs. C'est le chef des chercheurs. C'est le chef des chercheurs historiques. Et justement, il a un job super, lui. Ah, mais c'est super, et qui est passionné et passionnant, et qui nous explique justement ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour avoir un bon fond historique sur un jeu. Écoutez-le. Bien sûr, il y a toujours une part de liberté créatrice. L'important pour nous, c'est que ce soit un choix raisonné. C'est-à-dire que ce soit un choix raisonné et justifié et une décision qu'on prend en connaissance de cause. La première, notamment pour Assassin's Creed, on le sait, dans la manière de combattre, dans la manière de se déplacer, il y a bien sûr, je veux dire, même dans la manière de pouvoir monter très rapidement aux tours et autres, il y a bien sûr une part de fiction. On ne peut pas reproduire le temps de déplacement et le temps de voyage. On va aller bien sûr beaucoup plus vite, que ce soit en navire, que ce soit à cheval ou autre. On ne peut pas reproduire ces choses-là. On peut aussi déplacer certains édifices en les plaçant au centre
d'une carte de jeu, on va leur donner plus d'importance et on va faire l'objectif d'un jeu. C'est typiquement le genre de choses qu'on va faire. C'est ce qu'on a fait notamment avec le palais à Bagdad. On va déplacer pour y donner plus d'importance parce que ça a du sens dans le jeu. Ça n'affecte pas le sens général et ça n'affecte pas l'authenticité en fait. Tout ce qui n'affecte pas l'authenticité en soi, c'est encore une fois, ce sont toujours des réflexions raisonnées parce qu'elles apportent quelque chose à ce moment-là, à l'intérêt du jeu, à l'aventure qu'on propose. Mais on en colle quand même, il y a un vrai très fort souci d'authenticité à chaque fois. Il n'y en a pas, non, il me l'a dit. M'a dit qu'il n'y en avait pas. Après, ils vont peut-être le faire après. Justement, messieurs, sur le point de vue historique, est-ce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec l'histoire? Donc la réponse est non. Mais en revanche, Guillaume, tu as constaté qu'au fil du temps, il y avait quand même des ajustements. Oui, non, mais alors l'idée déjà de base, c'est de refaire, ne serait-ce que sur les bâtiments, c'est facile, on essaie de refaire au mieux, voilà, tel quel. Bon là, il dit quand même, Bagdad, ils ont eu du mal parce que Bagdad a été de Mirage a été totalement détruit. Plus de traces. Donc il n'y a plus de traces. Mais alors, si on veut repartir, Rome, pareil, au début du 1500, 4, 5, 6, ils ont retrouvé une carte de l'époque. C'est à partir de cette carte-là qu'ils ont recréé la carte réelle de Brotherhood. Istanbul, après Revelations, le Sainte-Sophie, évidemment, la grande mosquée, la basilique mosquée, qui est devenue un musée. À l'époque, elle n'avait pas les 4 minarets. Ils les ont quand même mis, en sachant très bien qu'il n'y avait pas les 4 minarets à l'époque, parce qu'il fallait que ça reste un monument iconique qu'on ait besoin de voir. Ça fait partie du tourisme. C'est comme si dans Unity, on allait à Paris et qu'on n'avait pas la Tour Eiffel. Oui, mais enfin là, ils l'ont pas mis. Oui, mais si, en fait. Ben oui, très bien pourquoi. Mais bon, là, pour le coup... Tu vois, mais non, mais c'est comme ça. Ils arrivent toujours à tordre un peu, à trouver des moyens scénaristiques pour justifier ce fameux tourisme historique, soit. Derrière, après la recréation des éléments et du monde et de la vie, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la rue est vivante, les métiers, etc. Enfin, tout est fait pour que ce soit le plus crédible possible. Il y a un énorme travail de recherche sur chaque jeu, à tel point que depuis l'Égypte, Origins, il y a un mode Discovery qui est utilisé très clairement, qui pour le coup, alors sans aucune violence, sans rien, qui est utilisé d'ailleurs maintenant gratuitement dans les collèges et dans les lycées. C'est la base historique. C'est la vraie base historique qui a permis de faire ça. Mais à côté de ça, ça reste un jeu et parfois, oui, il faut tordre un petit peu l'histoire telle qu'elle a été. C'est pas une reconstitution historique, ça reste un jeu vidéo. Et comme le disait Alexandre Dumas, le fameux auteur des Trois Mousquetaires, il est parfois permis de violer l'histoire si on a le droit, si on lui fait de beaux enfants derrière. Donc, écoute, les beaux enfants d'Assassin's Creed parfois méritent les petites entorses à la réalité. Sont pas mal. Et justement, on va parler d'Assassin's Creed Mirage avec toi, Momo, parce que tu as réussi à mettre un peu la main dessus avant nous, et ça c'est très bien. C'est bien. Ça c'est très bien. Alors, justement, dedans, ça se passe à Bagdad. Fin du 9e siècle. Non, si. Si, c'est ça. Totalement. Et ils ont dû tout reconstruire. Est-ce que la reconstitution, elle est belle? Et raconte-nous un peu Mirage, comment ça se passe? En fait, le truc, c'est que je peux dire qu'elle est belle. Le truc, c'est que je pourrais pas dire elle est belle par rapport à la réalité. Elle est fidèle. Parce que je ne connais pas Bagdad du 9e. Non, pour le coup, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur un setting qui est en fait le même que sur les autres Assassin's Creed. En fait, Ubisoft, à chaque fois, je suis très soufflé par la qualité de la reconstitution, même si elle est un peu tronquée, etc. On est vraiment dans l'ambiance. Alors, par contre, ce qui m'a un peu surpris dans la preview, c'est qu'en fait, on était en dehors du centre-ville de Bagdad. En fait, on était en dehors de la ville ronde. Clairement. Alors que c'est le cœur de la ville et c'est là où il y a le plus de... qui est assez ouf. Donc du coup, on était sur différents quartiers. Il y avait l'Arbia, il y avait l'Abbassia, il y avait Kar également, qui est un autre quartier. Donc on a chacun des quartiers qui ont des ambiances différentes. Donc en fait, on est vraiment sur la même chose que pour les précédents Assassin's Creed. Vous avez un quartier industriel, vous avez un quartier commerçant, vous avez un quartier un peu plus typé résidentiel. Vous avez plein de trucs différents. Finalement, tout se mélange avec une certaine homogénéité et c'est vraiment cool. À la fois, c'est aussi organique parce qu'il y a beaucoup de gens dans différents endroits. Je pense notamment à une mission où je devais assassiner quelqu'un dans un souk où ça partait dans tous les sens, il y avait plein de gens qui hurlaient, etc. Il y avait des étals. Enfin bref, c'était vraiment hyper rempli. Donc Mirage, tu conserves le sel de la découverte du premier Assassin's Creed quand tu es à Damas par exemple, ou quand tu es du coup à Acre ou Jérusalem, tout en conservant aussi la qualité technique, je trouve, et visuelle des derniers Assassin's Creed, dans une ville qui finalement est à taille humaine, mais en même temps pas vraiment, parce que c'est toute la démesure, parce qu'il faut quand même dire que Bagdad, c'est quand même le centre du monde oriental à ce moment-là, que c'est une capitale déjà de l'Empire abbasside, qui est un empire absolument immense et qui s'étend sur des milliers de kilomètres, et qui en plus de ça est le berceau d'une culture, d'une architecture, d'une histoire, etc. Et on sent toute la grandeur, toute la démesure en fait, et toute l'innovation du monde arabe à ce moment-là, dans cette ville-là. Et en plus de ça, en plus de Bagdad, vous avez aussi
du coup la forteresse d'Alamut à côté, qui est en construction à ce moment-là. Donc on a à la fois tellement de clins d'œil et tellement d'éléments pour nous rappeler ce qui s'est passé avant et d'où viennent les assassins, etc. Que au final c'est vraiment un jeu bonbon. C'est le jeu des 15 ans en fait. C'est clairement un jeu qui est là pour nous faire prendre conscience que ceux qui n'ont pas trop aimé les derniers, genre Valhalla, Odyssey, etc. Trop grand pour moi aussi. Du truc, trop large. Vous allez pouvoir vous y retrouver parce que c'est une expérience qui est plus restreinte, qui est plus intimiste aussi, qui est plus proche de son personnage, qui est plus proche des Hidden Ones du coup. Qui s'appelle comme ça maintenant, avant qui s'appelle les assassins à partir du XIIe siècle. Donc voilà, pour moi c'était un kiff, j'ai vraiment passé un super moment et j'ai plutôt hâte de découvrir l'histoire, surtout avec un protagoniste aussi particulier. C'est ce que j'allais te demander, est-ce qu'il est dans la vraie lignée des assassins précédents ? C'est quoi un vrai assassin? Attention, parce que Hormis déjà dans les Ezio. précédents... Moi, je veux pas spoiler ceux qui n'ont pas fait Valhalla, je dirais juste c'est le personnage le plus atypique de la franchise quand on connaît ce qui s'est passé dans Valhalla. Et le fait que Mirage se passe 20 ans plus tôt, il faut quand même le dire, c'est une préquelle au précédent jeu. Ça va permettre d'expliquer pas mal de choses, ça va permettre de raccrocher les wagons entre certains éléments qu'on a vus avant et les événements de Valhalla. Toujours sans spoiler, je vous conseille en tout cas de vous intéresser un tout petit peu à Basim, parce que c'est quand même un personnage qui a une caractérisation, une personnalité, et une complexité, je trouve, psychologique, qui là, on dirait pas. On dirait juste que c'est un mec encapuchonné qui tue tout le monde. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je trouve ça assez intéressant d'avoir un assassin comme ça dans la franchise. Donc voilà. Il a l'air très charismatique pour le coup. Il l'est. Pour l'avoir fait aussi en langue arabe, justement, je trouve que le doublage une des spécificités du jeu. J'ai trouvé ça vraiment insane. Vraiment, c'était trop bien. Il y a la promesse du retour à l'infiltration parce que ça s'était un peu perdu, on va dire, sur les trois derniers versions RPG totalement. J'ai eu beaucoup de mal. Après, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a assez bon, mis à part sur certains jeux, Unity, ils ont vraiment poussé l'infiltration au maximum. Ils ont toujours essayé, ça n'a jamais été vraiment des vrais jeux d'infiltration. Après, là, on a quand même un truc qui revient un peu sur ça, effectivement, dans les piliers que tu évoquais au début, le freerunning, le combat, la discrétion sociale, etc. Là, le freerunning de Mirage, il est bon, il est OP. L'infiltration, ça fait partie des piliers principaux du jeu, et vous pouvez pas vous taper contre 5 ennemis différents, sinon vous vous faites laminer, clairement. Ils ont vraiment tendance à être très agressifs, et puis vous n'avez pas beaucoup de santé des fois à certains moments. Donc l'infiltration revient sur le devant de la scène. La discrétion sociale également, parce que vous allez pouvoir justement à la fois effectivement vous mettre dans la foule, mais aussi vous mettre sur des bancs. Aussi écouter les conversations, espionner, comme dans les premiers Assassin's Creed. Il y a beaucoup d'éléments, des piliers principaux de la franchise qui sont de retour. Après, maintenant, à voir si pour vous, lorsque vous jouerez l'infiltration, sera suffisamment convaincante. Je trouve l'IA encore un petit peu artificielle. Par contre, ils ont rajouté l'espèce de champ de vision avec l'icône. Et ça, ça permet de voir pourquoi est-ce qu'on a été repéré, à quel moment, etc. Ce qui était un peu frustrant auparavant. Donc non, il y a quelques éléments d'infiltration qui sont là et qui sont plutôt cool. Maintenant, à voir pour les missions Black Box, pour les missions d'assassinat, etc. Et ben voilà, à découvrir sur les consoles Assassin's Creed Mirage qui sort. Messieurs, on arrive au bout de l'émission. Une question. Oui, c'est trop rapide, je sais, Guillaume. Guillaume, un Assassin's Creed à faire que tu recommandes. Oui, et t'as 20 secondes. À part la trilogie Ezio, donc... voilà. Non, ça peut être la trilogie Ezio qui était ressortie. Non, Libération aussi, souvenez-vous. Libération. Caseline de Grand Pré, parce que justement, c'était la... Attends. Parce que c'était la... Oui, mais... C'était la première à pouvoir changer de tenue et d'incarner elle-même les trois différents justement piliers par rapport à ses tenues. Et ça, c'était intéressant. Voilà. Et mon cœur Unity, mais parce que voilà, je l'ai tellement attendu celui-là que c'est peut-être le seul jeu où tu n'as pas besoin de regarder la carte quand tu es parisien. En fait. Voilà, ça c'est ma reco aussi, Unity, malgré tous ces bugs du départ quand on passe par. Oui, mais tu vois, on fait pire, on n'a pas attendu 3 ans pour qu'il soit réglé. Mais Unity pour ceux qui aiment Paris, mais aussi parce que ça me parlait. Momo, un Assassin's Creed à faire. Nous dis pas Mirage, tout le monde va le faire. Jouer à Assassin's Creed Origins, c'est le meilleur jeu de la franchise. Bonne soirée. C'est vrai. Non, c'est vrai. Bon ben voilà. Il est incroyable. On terminera sur ces recos. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Je vous recommande aussi un livre. Quand même, je voulais en parler. Qui a très bien travaillé. Les secrets d'Assassin's Creed de 2007 à 2014. L'envol de Thomas Mehrer. Nos amis de Third. Voilà. Dont je vous recommande la lecture pour savoir aussi tout des débuts d'Assassin's Creed. Guillaume, merci d'être venu. On te retrouve au JT d'M6 court, ça va être l'heure. Oui. Momo, merci d'être venu aussi. On te retrouve sur Jeux Vidéo Magazine et en vidéo. Et à très bientôt pour un autre jeu en S. Il y en a plein qui arrivent. C'est notre running gag. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Et puis, jouez bien Assassin's Creed. Vous pouvez retrouver en replay sur le site, sur les plateformes, sur la chaîne Tech & Co et en podcast. Et on se dit à très vite pour reprendre le cours du mois d'octobre de folie qui nous attend. Jouez bien et à très vite.